mon général, monsieur le préfet, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout d'abord, merci beaucoup d'être présent en ce jour presque révolutionnaire, 6 février quand même, il faut tout le temps un peu le rappeler, même si les grèves ne sont que demain. C'est une belle soirée auquel on vous convie ce soir, en présence donc de Sonia Le Gouriellec, que je remercie vivement d'être venue. Et j'aimerais commencer en fait par une petite anecdote. Déjà, Sonia connaît bien la maison IHEDN, puisqu'elle y a travaillé 1 an. Donc il faut quand même rappeler que l'IHEDN rayonne. Et c'était même d'ailleurs ta première expérience professionnelle, donc c'est quand même quelque chose qui marque que de passer par l'IH. Au-delà de ça, Sonia, c'est d'abord, au-delà de ton métier et du fait d'être maître de conférence et d'être une universitaire reconnue, c'est d'abord l'excellence à la française. Sonia a notamment, bah oui, il faut me le dire, elle a cette capacité et cette qualité qui est assez rare chez les universitaires français, d'avoir aussi bien travaillé dans des fonctions auprès du milieu académique, dont elle est à la fois une véritable émanation, mais aussi avec le côté terrain et l'attachement aussi aux institutions, puisque tu as quand même passé 3 ans comme collègue, cette fois, à l'IRSEM, donc à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, où tu étais chargé plutôt des questions, bien évidemment, africaines. C'est assez intéressant parce que vous voyez bien ici cette particularité des chercheurs que nous invitons et des auteurs que nous invitons aussi, la capacité à se saisir d'un objet en le remettant en contexte. Et donc, Sonia, sans faire ton panégyrique, parce que tu es encore bien trop jeune pour que ça se transforme en cela, j'aimerais rappeler à quel point tu es donc une spécialiste du terrain, et non pas simplement de l'Afrique, mais des différents pays africains, essentiellement de ceux de la Corne de l'Afrique. Tu as largement travaillé en étant sur le terrain, notamment donc en 2019 lorsque tu étais en Éthiopie. Tu as aussi travaillé et tu es une enseignante dans différentes qualités, à Sciences Po, que ce soit à Saint-Germain ou à Paris, à l'INALCO bien évidemment, et depuis 2018 surtout maître de conférence ou maîtresse de conférence à l'université et à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Je ne dirai pas la totalité de tes ouvrages. J'insisterai en fait sur celui qui l'amène ce soir plus particulièrement devant vous et que vous voyez ici. Pourquoi donc l'Afrique est entrée dans l'histoire, entre parenthèses, sans nous. Alors bien évidemment, cet ouvrage dont on va parler, pour moi, a 3 qualités ou 3 défauts. La première, c'est qu'il invite à une forme de remise en perspective dans une collection, et je salue ici le directeur de collection qui est présent, cher Olivier. C'est une collection qui se veut volontairement iconoclaste, et d'ailleurs ton ouvrage l'est par de nombreux aspects. Et je pense qu'on va revenir dessus de manière plus profonde. Le deuxième, c'est que le titre est volontairement, sinon accrocheur, du moins provocateur, mais dans un contexte géopolitique que nous avons forcément à l'esprit, et justement pour nous aider à prendre de la distance, sinon pour prendre de la hauteur par rapport aux événements, tu nous invites, ou tu nous proposes au moins, de revoir quels sont nos schémas, quelles sont nos représentations, mais donc aussi à réfléchir sur quels sont nos biais. Je pense que c'est important parce que, justement, la première dimension à laquelle Sonia nous invite, c'est à ne pas confondre les pays africains, 54, avec l'Afrique de manière presque uniforme et univoque. Et surtout, tu nous sors de notre confort dans un ouvrage qui se lit rapidement, mais qui mérite en fait d'être relu 2 fois. La première fois pour le plaisir de la plume et la deuxième fois pour le plaisir de la réflexion, en fait. Je sais ce que je l'ai fait. C'est l'avantage d'avoir quelque chose de bien construit. D'abord, c'est que tu nous invites en fait à pourquoi il nous faut déconstruire nos imaginaires.
Et pourquoi est-ce que cette déconstruction nous aide en fait à mieux comprendre ce qu'est la réalité d'un continent avec 54 pays. Toutes choses étant égales par ailleurs, en te lisant, j'ai eu l'impression que demain, on ne pourra plus dire non plus l'Asie, tu as fait déjà le test, et on ne pourra pas plus dire non plus l'Europe. Parce que derrière, ces réflexions-là sont finalement en action. Et donc, pour commencer, il faut à mon avis faire fi des fantasmes autour de l'Afrique, il faut faire fi de nos préjugés qui en disent, et c'est ce que tu expliques dans cet ouvrage, plus finalement sur nous-mêmes que sur l'Afrique, tout en devant rappeler que l'unicité, l'uniformité, la complexité du continent, c'est peut-être la première faute que nous commettons de parler en termes d'Afrique et non pas des Afriques ou des pays africains. Et donc je vais commencer par, en t'invitant à cette discussion, je vais me tourner vers toi pour te poser la première question, si tu me permets bien, qui est d'abord le titre de ton ouvrage et pourquoi justement ce choix à la fois peut-être dans la collection, cette référence aussi directe à un discours politique et en fait quel est le point de départ qui a nourri ta réflexion. Alors merci, est-ce qu'on m'entend bien comme ça? Non. Je sais parler fort, donc ça devrait aller. Alors merci pour cette invitation, merci à vous pour cette invitation également. Alors je m'en suis rendu compte, c'est fortuit. En m'asseyant, je me suis dit tiens, bon, comme quoi l'inconscient. Merci donc pour cette invitation, pour parler de ce petit livre qui est sorti en fin d'année dernière. Alors ce livre a une longue histoire. À la fois son titre et le livre en lui-même ont une longue histoire, parce qu'on avait lancé cette idée avec Olivier avant la pandémie. Il s'avère que la pandémie a aussi un impact sur les éditeurs, a un peu rallongé le temps de parution. Et en fait, l'idée de ce livre vient d'une discussion que j'avais justement avec Olivier sur le campus Eurafrique de Sciences Po à Reims, où je lui disais, moi je travaille sur la Corne de l'Afrique, je fais des terrains à Djibouti, en Éthiopie, tu l'as dit. Et on m'appelle, par exemple actuellement, pour parler du pape en RDC, pour parler du départ de la France, du Mali ou du Burkina Faso, ou encore, dernièrement, là, le directeur des droits de l'homme de la MINUSMA qui s'est fait renvoyer du Mali. Et j'ai l'habitude de dire, mais je ne sais pas, quand quelqu'un est spécialiste du couple franco-allemand, on ne l'interroge pas sur la Turquie, le Caucase ou l'Islande. Et même s'il peut y avoir effectivement des dynamiques convergentes sur le continent avec l'Union africaine, etc. Et donc j'avais souvent cette réflexion, et puis très vite j'ai découvert que mes collègues aussi avaient la même difficulté. Donc on s'en renvoie en général, les journalistes. Ils avaient la même difficulté, et puis j'ai découvert que il existait des sites comme... tu veux que je prenne la télécommande? Je ne sais pas vers où je cible, pas vers là. Sinon je le... Ouais, désolée. Ouais. Donc j'ai vu qu'il y avait des sites qui existaient comme Africa is a Country pour dénoncer un petit peu de façon humoristique cette vision uniformisante du continent. Et c'est vrai qu'on a souvent l'habitude entre collègues de se dire « Ah, mais l'Afrique n'est pas un pays, l'Afrique n'est pas un pays ». Donc j'ai vu ce genre de choses. Ironisons un peu sur le site de lecture Babelio, que vous connaissez peut-être. Vous avez une partie sur l'Afrique dans la littérature où il y a des questions sur Tintin au Congo. Vous avez, curieusement aussi, lorsqu'il y a eu la crise Ebola en Afrique de l'Ouest, donc plutôt Libéria, Sierra Leone, ça a eu un impact sur le tourisme en Afrique australe. Alors même que le cœur de la crise Ebola était plus proche de Paris que de l'Afrique australe. On a d'autres exemples, comme un monstre congolais qui était représenté dans un article par une œuvre d'art du Ghana. Donc ça choque les spécialistes en quelque sorte. Un article de Slate qui porte sur les rencontres franco et africaines. Donc ça surprend toujours un petit peu. Ou Sky News qui parle du président kényan comme le président de l'Afrique. Donc le fameux Afrique est un pays. Et plus dernièrement, ça a été un des points de départ du livre, même si je le mets en conclusion. Ça a été en 2019, je l'ai mis ici, l'écrivain Alain Mabankou, qui était invité dans l'émission 28 minutes sur Arte. Et lorsque le journaliste lui a demandé « Mais pourquoi vous n'écrivez que sur l'Afrique ?»
Et il a eu un air un peu renfrogné, alors qu'il est plutôt joyeux en général. Il a eu un petit recul. Et il a dit, mais pourquoi vous ne me posez cette question? On n'a jamais demandé à Tolstoï ou à Pagnol pourquoi ils écrivaient que sur leur zone ou leur région. Parce que ce qu'ils écrivent est universel et peut être entendu partout. Et bien lui, il estime que c'est la même chose lorsqu'il parle du Congo, par exemple. Donc ça a été un point de départ important. Et puis pourquoi le titre? On a eu de longues discussions avec Olivier là-dessus. On était parti sur pourquoi l'Afrique n'est pas un pays, justement, puisque c'est un peu... Après, on s'est dit qu'au niveau de la syntaxe, et puis de mettre un titre négatif, c'est peut-être pas terrible. Après, on a eu l'idée de pourquoi l'Afrique, en se disant que dans un rayon de librairie, ça allait surprendre et que les gens auraient envie de lire la 4e. Et puis, bon, l'éditeur nous a dit que ça faisait rire que nous, apparemment. Vous. Et donc, finalement, il nous a proposé, après la lecture de l'ouvrage, pourquoi l'Afrique est entrée dans l'histoire, entre parenthèses, sans nous. Donc là, on retrouve la touche quand même d'un éditeur qui voit le côté un petit peu provoque. Et on s'est dit, bingo, ça peut être une bonne idée. Et vous l'avez compris, effectivement, c'est une référence au discours qu'avait tenu l'ancien président Nicolas Sarkozy en 2007 dans une université à Dakar. Et donc, cette idée qu'il y a sous ce titre, c'est toujours ce côté uniformisant de représenter ce continent comme une unique civilisation et qui serait aussi totalement dépolitisé. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, ce qui m'a intéressé, du coup, à partir de là, ça n'est pas de faire le listing de toutes les représentations, les préjugés qu'on a sur l'Afrique, mais c'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on sait sur l'Afrique. C'est vraiment un ouvrage grand public, c'est ce que les chercheurs savent sur l'Afrique, c'est qu'est-ce que le grand public, sur l'espace public en France, qu'est-ce qu'on sait sur l'Afrique, pourquoi il y a flotte toujours sur ce continent des préjugés, des stéréotypes, pourquoi il y a tant d'erreurs qui sont faites parfois dans la compréhension du continent, et puis pourquoi aussi pendant si longtemps des intellectuels sont restés convaincus que l'Afrique n'avait pas d'histoire, alors que tout simplement elle n'avait pas encore été écrite. Et donc voilà, j'essaye de partir de ces méconnaissances pour avoir une manière analytique, pour essayer de déconstruire un petit peu cet imaginaire qui s'est installé depuis plusieurs siècles. Alors justement, et pour aller un peu au-delà, tu évoques un petit peu la méthode que tu as suivie, et tu pars effectivement de ce présupposé ou de ce constat que le récit est très souvent en fait négatif. C'est-à-dire que la vision que l'on projette, c'est toujours, alors tu dirais finalement on ne ferait pas de bon pitch dans ces cas-là parce qu'à chaque fois, ce serait une vision négative que celle qui est proposée. Et j'aimerais en fait que tu reviennes un petit peu sur le questionnaire que tu as aussi réalisé. Qu'est-ce qu'il dit finalement de nos savoirs? Qu'est-ce qu'il dit de nos préjugés? Qu'est-ce qu'il dit aussi du récit qui est uniformisant, globalisant du continent? Et finalement, qu'est-ce que ça dit plus de nous que d'eux? Oui, finalement, c'est aussi un ouvrage tourné sur nous. Qu'est-ce que ça dit de nous, de nos compréhensions? Et alors, je ne suis pas spécialiste du Sahel et de nos interventions en Afrique de l'Ouest, mais je me dis que dans ce contexte, ça peut nous apporter aussi beaucoup de choses. Peut-être sur nos erreurs, à un moment où il y a un bilan à faire. Alors pour l'instant, on le fait surtout sur la Russie et les acteurs extérieurs, mais on peut aussi s'interroger sur nos propres actions. Là, je le laisse à d'autres collègues, mais c'est un peu dans ce contexte général. Et effectivement, je me suis dit, est-ce que c'est juste moi et mes collègues qui ont l'impression que l'Afrique est un grand pays, ça revient tout le temps? J'ai dit, je vais prendre un public captif, mes étudiants. J'ai pris mes étudiants et je leur ai fait un questionnaire. Donc des étudiants vraiment qui viennent de la L1 au Master 2, différents âges, de Lille, de Reims, de Paris, des étudiants en droit, rien à voir avec l'Afrique, à Lille, ou des étudiants en relations internationales, ou des étudiants sur le campus Eurafrique de Reims, donc qui est un peu plus sensibilisé aux questions africaines. Et alors, ça a été très intéressant, parce que ça m'a permis de comprendre déjà quelles étaient les méconnaissances les plus apparentes sur le continent. Alors, je vous le soumets, ce questionnaire. Déjà, effectivement, une des premières questions était « Quelles sont donc les images qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous dit le terme Afrique ?» Alors, je repère déjà dans l'amphi des gens qui répondront très bien, mais c'est la première question que j'ai posée. Et effectivement, en général, on me dit la savane, la forêt, c'est vert, du désert, etc., etc. Donc, un fantasme assez... dans tout ce que je dis, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Il y a des savanes et des forêts en Afrique.
Mais il y a aussi des villes, des très très grandes villes avec énormément d'embouteillages et beaucoup de pollution. Et c'est essayer de comprendre pourquoi c'est d'abord cette première image qui vient. Et donc c'est un des fantasmes qu'on a effectivement sur une Afrique, un continent parfaitement naturel, sans frontières, avec des savanes, des jungles exotiques, etc. Et je me suis rendu compte, voilà, si je le fais une fois, voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait un ouvrage d'un collègue Guillaume Blanc, qui est historien, qui explique dans l'invention du colonialisme vert d'un Éden africain. Et il explique que cet Éden persisterait encore aujourd'hui. Cette représentation, on l'a encore aujourd'hui. C'est-à-dire que selon lui, cet imaginaire serait toujours ancré dans les esprits depuis la période de l'industrialisation au XIXe siècle, où les colons qui arrivaient sur le continent africain tentèrent de sauvegarder une nature qui existait alors, et au moment qu'ils redécouvraient le continent, parce que ça allait aussi à l'opposé de ce qu'ils étaient en train de vivre en Europe, où il y avait une industrialisation forte et que la question environnementale était mise de côté. Et donc, il a montré que vous avez toute une série de récits qui se sont créés à ce moment-là, autour des voyages et autour de la nature africaine, qui sont restés très imprégnés dans nos esprits. Je pense à Stanley Livingstone, je pense aux chasses de Churchill et de Roosevelt, pour ne pas parler de celle de Valéry Giscard d'Estaing, que certains d'entre vous se souviennent peut-être. Les récits d'Hemingway, les récits de Romain Gary, de Karen Blixen, Out of Africa, par exemple, ou Les Racines du ciel, donc de Romain Gary. Et donc, le mythe tend même à s'amplifier, nous explique-t-il, aujourd'hui, parce qu'on a un véritable désir de préservation d'une authenticité, etc., sur le continent africain. Alors, la deuxième question, trop vite, porte sur les références cinématographiques sur l'Afrique. Vous n'aviez pas prévu de passer un examen? Mais il y en a déjà un, Out of Africa. Une des questions que les étudiants m'ont demandé, je n'avais pas pensé sur le coup, mais j'ai fait comme si c'était prévu, bien sûr, ça a été, mais les références cinématographiques sur l'Afrique d'auteurs africains ou occidentaux ou autres? Alors j'ai dit, bonne question, mettez ce que vous voulez, c'est ce qui vient d'abord. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que certains m'ont dit vraiment, j'ai aucune référence culturelle sur la question. Je dis, ok, notez-le. J'ai un certain nombre, la majorité, qui a répondu avec des films occidentaux, voire hollywoodiens, parfois des films assez anciens pour leur âge. Des gamins de 20 ans, Out of Africa, Blood Diamond, etc. Bon, ça commence un petit peu à dater. Le dernier roi d'Écosse, Hôtel Rwanda, etc. etc. Je l'aurais fait plus récemment, on m'aurait parlé d'OSS 117, je pense, alerte rouge en Afrique. C'était pas le cas. Puis j'ai eu des dessins animés, Kirikou, etc. etc. Le Roi Lion. Le Roi Lion. La troisième question, c'était à peu près la même chose sur les références littéraires. Encore moins. Encore moins de réactions, encore moins de références, mais le nom de Léopold Sédar Senghor est revenu, tout de même. J'ai eu 5 fois Tintin au Congo, sur 120 étudiants que j'ai questionnés. Pour la promotion de Sciences Po, il y avait beaucoup plus de références parce que c'est des auteurs qu'ils avaient étudiés parfois en cours. Donc j'ai eu Mariama Ba, Ampaté Ba, j'ai eu Chimamanda Ngozi Adichie, Cheikh Anta Diop, Gaël Faye, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, etc., etc. Et pour le cinéma, on m'a un peu parlé de Sissoko, mais très peu. Ensuite, j'ai posé juste ces questions. Alors ça, je l'ai gardé pour les journalistes, pour les étudiants en journalisme, sur les capitales africaines. C'est celle qui suit. Voilà. Je vous ai mis les compliqués, mais même pour le Mali, ils ne savaient pas. Alors qu'il semblerait que pendant très longtemps, nous ayons eu une intervention militaire sur place. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc bien sûr, je vous aide. Abuja, Banjul, Yamoussoukro ou Abidjan, c'est la capitale administrative ou économique, et Gaborone. Je vais vous mettre dans le tome 2. Ensuite, je leur ai demandé quels sont les qualificatifs qui reviennent le mieux pour qualifier, pour décrire le continent africain. Donc, qu'est-ce qui, eux, leur vient en premier? Donc là, ce qui est surtout revenu, c'est la généralisation de la pauvreté, la dangerosité du continent, et puis parfois quand même une vision homogénéisante, puisque des Africains ou Afro-descendants m'ont dit, Madame, en France, alors c'était à Reims, Madame, en France, on m'a déjà demandé si je parlais africain et s'il y avait effectivement des cabanes, si je vivais dans ce genre de choses, etc. Je dis, mais en même temps, ça veut dire quelque chose. Je dis, bon, ok. Et alors,
Donc il y a aussi cette vision toujours de Cœur des ténèbres, Conrad, etc. Alors, tu peux peut-être... oui, bon, c'est la même, celle d'après. Voilà. Alors j'ai essayé de résumer en fait dans un tableau les principaux stéréotypes et préjugés que je leur ai demandé ensuite. Et ce qui m'intéresse ici, donc je vous les ai mis, l'absence de progrès, primitivité, pauvreté, la géographie, une cause perdue. Principal, ce qui revient en général. Donc j'ai essayé d'expliquer effectivement un peu plus dans le détail voilà, les Big Five. Ah oui, ça c'était une bonne... c'était rigolo aussi. Delta Airlines a diffusé sur Twitter un message en 2014 de félicitations à l'équipe américaine de la World Cup contre l'équipe du Canada en utilisant la photo d'une girafe pour représenter cette dernière. Mauvaise com, il n'y a plus de girafe de ce type au Ghana depuis un moment. C'est le genre de choses qui revient souvent sur les réseaux ou dans les milieux un peu plus spécialistes qui nous font un peu rigoler. Alors, juste le prochain. Alors, oui, il y a de la pauvreté. Oui, le continent africain est un des continents où il y a le plus de conflits dans le monde. À aucun moment, je ne nie ça et ce n'est pas du tout l'objectif du livre. Par contre, ce que j'essaye de montrer, en reprenant le TED Talk qu'avait fait Chimamanda Ngozi Adichie, qui est nigériane, c'est que il n'y a pas d'histoire unique. Et que peut-être en France et dans d'autres pays occidentaux, on a tendance à avoir une histoire unique du continent africain. Or, comme elle le dit, l'histoire unique crée des stéréotypes. Ils ne sont pas faux, ils sont incomplets. Ils sont incomplets. Et d'après la romancière, le danger de ces récits, c'est qu'ils créent une représentation biaisée. Et l'autrice, elle évoque aussi les dangers de cette histoire unique et l'idée que plusieurs cultures puissent être résumées en un récit, ça n'est pas possible. Et alors j'aimais bien parce que quand elle explique qu'elle était en cours aux États-Unis, à l'université aux États-Unis, et que sa colocataire lui a demandé qu'est-ce qu'elle écoutait comme musique tribale. Oui, elle est restée, bah non. Et elle lui a demandé, mais comment ça se fait que tu parles si bien anglais? Bah c'est la langue officielle au Nigeria. Alors je l'ai apprise depuis que je suis toute petite. Donc ce genre d'éléments. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant et ça revient fréquemment. Alors, moi, le livre ne porte pas sur tout cet ensemble de préjugés, c'est essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on a cette histoire unique, essayer de la déconstruire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais j'ai essayé d'expliquer que c'est à la fois une question aussi à l'école, c'est une question aussi liée parfois à du racisme, en passant également par la représentation tout simplement, commençons par là, la base, la représentation physique du continent. La représentation physique du continent, vous l'avez là. Celle-là, elle est assez connue, c'est un collage où on voit que, déjà géographiquement, l'Afrique peut contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, une partie de l'Europe de l'Ouest, etc., etc. Donc comprenez que moi, je travaille en gros sur l'équivalent de l'Inde, et donc c'est toujours complexe quand on demande. Et je vous ai mis ici une carte que vous avez peut-être moins l'habitude de voir, qui n'est pas celle de Mercator. Celle de Mercator avait été faite pour les marins, pour pouvoir se guider, etc. Mais quand on la mettait à plat, forcément, les proportions n'étaient pas respectées. Elle était très utile à l'époque, mais moins après. Et donc ça, c'est la représentation de Peters, qui justement représente mieux les proportions. Donc vous voyez déjà, la façon dont on voit depuis qu'on est petit, le continent peut créer déjà des biais dans notre tête. Ensuite, j'ai essayé d'étudier, c'est la première chose que m'ont dit les étudiants, « Madame, c'est à cause des médias. » Je dis, ah bon, je vais aller voir, je vais creuser un peu plus loin quand même, pour les journalistes dans la salle. Donc, effectivement, je me suis dit, je vais regarder, il faut que je, comme on dit dans mon universitaire, que je prenne du recul, que j'essaye d'objectiver, et je vais essayer de le faire avec des chiffres. Donc, j'ai regardé pourquoi il y avait parfois un abus de langage. Alors, c'est le suivant, il me semble. Ouais. Voilà. Quand, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas venu dans une conf économique. Quand on parle d'un pays d'Afrique, en général, on dit l'Afrique. Alors que quand vous parlez d'un pays d'Asie, vous allez dire le Japon, le Vietnam ou l'Indonésie. Et ça, on le retrouve, j'ai pris deux... Alors, le Figaro et la Croix, parce qu'ils ont des grandes pages. J'avais commencé Ouest France, mais je ne pouvais pas, je suis bretonne. Je n'avais pas les archives pour aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est juste par facilité, parce qu'ils ont beaucoup de pages internationales et parce que j'avais les archives. Et donc, quand on prend le Figaro, le nombre d'occurrences relevées par le quotidien lorsqu'on dit l'Afrique, vous voyez, est très important. Quand je prends des grands pays du continent africain, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ou des pays proches de la France, qu'on pourrait retrouver dans nos journaux, le Sénégal et le Mali, on le retrouve moins. Quand je fais la même chose avec l'Asie,
bon, forcément, j'ai dû mettre la Chine, même si évidemment, la proportion est énorme, parce que le pays est immense. Mais si je prends la Corée, le Pakistan, le Japon et l'Inde, vous voyez, on est vraiment dans l'inverse. Exactement pareil avec la croix. Ça m'a semblé être un bon moyen aussi de comprendre pourquoi on a parfois cette vision uniformisante. Il se passe un truc en Afrique. Il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas où, en Afrique. Et rarement on dit le pays. Donc voilà déjà pour ça. Et notre imaginaire aussi collectif, me semble-t-il, se trouve aussi trompé par les séries télé. Les séries télé, c'est quand même à la mode, c'est ce qu'on regarde de beaucoup aujourd'hui. Et ben j'ai essayé de faire la même chose. Ah oui, alors je peux tout mettre. Je n'ai pas fait d'animation. On retrouve la même chose quand on regarde les séries télé un peu sécuritaires, avec HBO, Amazon, Netflix. Voilà. Et en général, on a toujours la même histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà l'Afrique apparaît peu, donc j'ai du mal à trouver des séries, mais l'espace de la fiction structure également notre compréhension du réel. Donc il faut l'étudier. Et c'est intéressant de s'interroger sur le rapport au réel que ces fictions vont nous offrir. J'ai pris celle-ci, à chaque fois c'est le stéréotype classique, alors celle que j'ai le plus aimée, c'est 24 heures chrono, l'intersaison. Il va en Afrique, c'est un moment de rédemption, il doit fuir son pays, donc il va sauver des orphelins africains. Je ne sais plus l'histoire, il y a soit un coup d'État, soit il y a une rébellion. Dans tout ce que je vous montre là, c'est en général ça. Coup d'État, rébellion, nettoyage ethnique ou génocide en cours, enfants soldats. Toutes les séries, à chaque fois, c'est ça, quand l'Afrique apparaît. Donc j'ai mis Borgen, etc. La première ministre va en Afrique parce qu'il y a un coup d'État, etc., etc. Et ça structure aussi notre réel. Là-dessus, je me serais permis de t'interrompre. Il y a une exception, c'est la Marvel avec le Wakanda. Évidemment, j'en reparle dans l'intro en disant ça montre aussi qu'il y a un contre-courant qui se met en place avec les deux Wakanda d'ailleurs. Mais par exemple, quand j'ai demandé à mes étudiants les séries, personne ne m'a parlé du Nollywood, le Bollywood ou Hollywood du Nigeria. Personne ne m'a parlé de Queen Solo, la première série de Netflix en Afrique du Sud. C'est une agence secrète sud-africaine. Mais justement, c'est intéressant parce que justement, en substance, tu nous dis que on connaît donc pas bien l'Afrique. Moi, ce qui m'avait marqué dans ce que tu mets, c'est que ces séries d'ailleurs n'utilisent jamais de facto les noms officiels des pays, comme si en fait, non seulement on ne connaissait pas, ou alors on avait peur de stigmatiser encore plus, c'est-à-dire qu'en fait, cette espèce de double stigmatisation inverse. Et pourtant, tu ne cesses de le souligner, il y a à la fois un besoin de connaître l'Afrique, il y a une exigence, et je ne parle même pas pour l'exigence opérationnelle. Et pourtant, dans un de tes chapitres, le 5 ou le 6, tu pars du principe qu'on pense que rien n'y change. En fait, c'est une forme de paradoxe. On sait que c'est important, mais en même temps, on part du principe que tout est éternel. Et j'avais finalement deux questions sur ce sujet-là. On évoque aussi beaucoup la question des nouvelles puissances, les États qui sortent un petit peu de leur état natal. On parle de la reconfiguration dans le cadre des relations internationales. Et la première réaction, c'est quid justement de la place qu'ont les États africains ou certains pays africains, puisque tous ne sont pas égaux les uns par rapport aux autres. Et de manière un petit peu plus englobante, est-ce qu'il y a une réaction africaine qui serait finalement une attitude stratégique, comme on a pu le voir dans le cadre de la guerre en Ukraine? Eh bien, on projette sur l'Afrique une forme de préjugé. Est-ce que les Africains n'ont pas eux aussi cette forme de projection sur les Européens ou les Occidentaux, dans le cadre de The West versus the Rest, de ce que nous-mêmes projetons? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une forme d'inversion du regard qui pourrait exister? C'est-à-dire que, à raciste ennemi, ou du moins à vision projetée, une forme de renversement qui serait tout aussi intéressante dans le cadre de cette reconfiguration. Oui, alors ce qui s'est passé notamment avec l'invasion de l'Ukraine a été justement passionnante sur ces questions-là. Et vous le voyez peut-être tous dans les articles, dans les médias, on parle de New Scramble for Africa, de nouveau grand partage de l'Afrique. Qu'est-ce que fait la Russie? Qu'est-ce que fait la Chine, la Turquie, etc. Et c'est vrai que, alors, toujours dans ces narratifs, on oublie de regarder aussi quelle est la stratégie des acteurs africains.
Ils ne font pas que subir, ils ont aussi une stratégie, ils ont le choix en ce moment. Ils ont le choix et on va devoir nous l'accepter peut-être et savoir aussi présenter nos intérêts, négocier, etc. Donc c'est assez fascinant à observer ce qui s'est passé l'année dernière, puisque on a essayé de regarder un petit peu les réactions des différents États africains. Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est que le lendemain de l'invasion, le 25 février, vous avez, traditionnellement, vous avez toujours 3 États africains au Conseil de sécurité, donc en membres non permanents. C'était à ce moment-là le Gabon, le Ghana et le Kenya. Ce qui était intéressant déjà, c'est que les 3 ont voté pour la résolution. Donc, la Russie avait mis son veto, mais ils avaient voté pour la résolution et souligné l'importance des droits et principes de la charte. Ça, c'était déjà intéressant. Ensuite, quelques jours plus tard, le 2 mars, à l'Assemblée générale, il y a eu une résolution qui a été adoptée exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. C'est cette résolution qui a fait grand bruit, qu'on a beaucoup commenté en France et ailleurs. Et je vais peut-être revenir sur quelques éléments. C'est que cette résolution, elle a été votée par 27 États membres de l'Union africaine qui ont voté en faveur de la condamnation de l'invasion de la Russie. 17 se sont abstenus. 9 n'ont pas voté. Donc ils étaient partis prendre le café, comme on disait. Et un seul pays, l'Érythrée, un des derniers États totalitaires, a voté contre. Déjà, quand on regarde un petit peu dans le détail, ce qui est intéressant, c'est que l'Algérie, l'Angola et l'Érythrée sont les 3 seuls pays africains à faire partie d'un nouveau groupe créé en 2021, qui est le groupe d'amis de la Charte des Nations Unies. On va dire, ça a l'air plutôt sympa et positif. En fait, c'est un groupe qui a été lancé par la Chine et la Russie, afin de promouvoir la diplomatie et le multilatéralisme dans les actions, dans les organisations multilatérales de ce type. Donc, je pense que leur vision du multilatéralisme... Voilà. Alors, du coup, on peut déjà observer une absence d'unanimité sur le continent africain des différents États face à ce qui s'est passé. Les Occidentaux ont eu tendance à dire « Quoi ? Les Africains ne votent pas tous avec nous, etc. » C'était beaucoup plus complexe, il faut rentrer quand même un peu dans les détails. Lorsqu'on analyse les différents débats, vous avez à la fois tout un éventail d'arguments, certains États qui ont condamné fermement, je pense à Djibouti, au Kenya, par exemple, qui peuvent aussi être menacés eux-mêmes sur leur intégrité territoriale, donc ils n'ont pas intérêt à voter ce genre de choses. Vous avez certains États qui ont prétendu à la neutralité, tout en se référant, paradoxalement, aux dispositions de la Charte des Nations Unies et à l'appelant à un règlement négocié. On retrouve la Tanzanie, l'Algérie, l'Égypte. Donc, à la fois, non, on est neutre, mais je vous rappelle les arguments de la Charte, c'est l'intégrité des territoires. Donc, c'était un petit peu ambigu. Ce qui a été très intéressant, je sais que beaucoup de collègues l'ont repris pour montrer à des étudiants, c'était le discours qui avait été filmé du représentant du Kenya au Conseil de sécurité, qui était très instructif. Il a vraiment donné une véritable leçon à tout le monde en disant qu'il condamnait cet événement et en prenant l'exemple de l'histoire de l'Afrique, en disant qu'au moment des indépendances, les Africains ont donc créé l'organisation de l'Union africaine à l'époque, mis en place une charte en 1963 qui rappelait l'intégrité des territoires et donc la permanence des frontières issues de la colonisation, parce que le plus important était la paix. Et il nous faisait un peu la morale en disant, nous on l'a fait parce que la paix était plus importante que ces histoires de frontières, etc. Pourquoi vous, Européens? C'était assez intéressant. Alors, après, il faudrait étudier, vous voyez qu'il n'y a pas d'unanimité, il faudrait étudier au cas par cas les relations bilatérales. Ce que certains ont fait, je ne vais pas me lancer sur les 54, je vous rassure, mais on a effectivement parfois une proximité historique entre la Russie et certains pays, l'Algérie, le Congo. On a un attachement à l'intégrité territoriale pour certains, et on a quelque chose qui m'a semblé très intéressant aussi. Certains chefs d'État ont fait attention quand même à ce que disait leur opinion publique, et vous avez des opinions publiques qui sont parfois assez tranchées justement sur la question, et on a remarqué, en tout cas en Afrique de l'Ouest, un sentiment anti-français qui montait de plus en plus fort, et sur le continent africain en général, des débats et des discussions sur le positionnement de l'Occident, ou les positionnements occidentaux. Alors, j'ai repris un petit peu ça justement, et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait autant de positions pro-Poutine
dans les opinions publiques africaines. Et là, en faisant ça, je fais une uniformisation, déjà. Mais parce qu'on le voit beaucoup en Afrique de l'Ouest, et parce que au moment de ces votes, je me souviens qu'il y avait des manifs en Éthiopie, parce qu'il y a une guerre interne en Éthiopie, etc. Et dans les manifs, il y avait des drapeaux russes. Et je m'étais dit, bah, même les Éthiopiens, c'est aussi instrumentalisé par le régime qui veut faire peur aux Occidentaux en disant, regardez, on va se jeter dans les bras des Russes. Mais je me suis dit, même les Éthiopiens avec des drapeaux, etc. Et donc, essayer de comprendre ces positions pro-Poutine. Et déjà, j'avais pu prendre un outil qui est Afrobarometers, qui est un site qui fait justement un peu des statistiques, des sondages d'opinion. C'est IFOP Afrique de l'Ouest, quoi. Et qui montrait que les 5 dernières années, la perception populaire de la Russie et de la Chine avait augmenté de façon positive, très fortement de façon positive, dans une vingtaine, je crois, de pays, plutôt Afrique francophone. Donc je trouvais que c'était déjà intéressant. Et je trouvais que ce qui était surprenant, c'est une certaine incohérence. En somme, on retrouvait dans les discours le fait que Vladimir Poutine devait décider à la place des Ukrainiens de leur positionnement et de leurs alliances. Et dans le même temps, oui, c'est un homme fort et c'est normal qu'il décide, il s'est senti menacé, c'est normal qu'il envahisse l'Ukraine. Et dans le même temps, dans les opinions, vous avez des opinions publiques qui rappellent l'importance de la souveraineté, etc., pour leurs propres États et l'importance pour les Africains de décider eux-mêmes. C'est pareil paradoxal, c'est le même argument, mais pas sur les mêmes terres. Donc je me suis un peu intéressée à ça, effectivement. Et puis, tout simplement, je vais faire l'internationaliste, quand le représentant du Kenya, toujours au Conseil de sécurité, l'a rappelé en disant, en Afrique, nous avons beaucoup de petits États. Ce n'est pas un terme négatif, hein. On étudie les small states en relations internationales, et les petits États ont des stratégies différentes. Le Lesotho ne peut pas avoir la même politique étrangère que la Chine. Et il a expliqué qu'il y a un danger justement à accepter des positions impériales ou néo-impériales, parce que les premiers menacés, ce seront justement ces petits États par la suite. Donc on ne peut pas accepter ce type de principe, leur retour sur la scène globale. Et du coup, j'ai essayé de comprendre de quoi était le symptôme. On aime bien dire ça. De quoi est-ce le symptôme? Qu'est-ce que ça veut nous dire? De quoi est-ce le symptôme? Et là, j'ai essayé de mettre en évidence, il me semble qu'il y a 3 mythes qui sont partagés entre une partie de la population, des opinions publiques africaines et de la Russie. Ces 3 mythes, pour moi, sont le premier, le retour du campisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le campisme, c'est quelque chose dont on parlait beaucoup pendant la guerre froide. C'est une idée issue de la guerre froide, que chacun doit choisir son camp. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donc, un choix binaire, on retrouve dans beaucoup d'analyses, parfois aussi en Europe, hein, on ne va pas se mentir, entre le camp occidental, libéral, capitaliste, et de l'autre, un camp opposé à une forme d'impérialisme occidental. Et dans ce dernier camp, donc opposé à l'impérialisme occidental, on retrouve la République islamique d'Iran, qui s'oppose à l'alliance saoudo-américano-israélienne, la Corée du Nord, la Chine, l'Inde nationale hindouiste de Modi, le Venezuela de Maduro, la Syrie d'Assad, la Biélorussie de Loukachenko, puis la Russie de Vladimir Poutine. Et malgré ces incohérences, toute compréhension du réel semble passer par ce cadre d'analyse qui, somme toute, semble un petit peu simpliste et d'une polarisation qui revient de la guerre froide. Le deuxième mythe, donc après le campisme, il me semble que c'est le néo-souverainisme. Je suis universitaire, je fais exprès de venir avec plein de ismes pour embêter tout le monde. C'est le néo-souverainisme qui se traduit en quelque sorte par une hostilité contre les interventions internationales qui sont perçues comme décidées par l'Occident et les Occidentaux, et donc jugées illégitimes. En somme, de toute façon, même quand c'est légal, validé par l'ONU, etc., c'est illégitime parce que les organisations internationales sont dominées par les Occidentaux, donc ils imposent leurs règles, etc., etc. Et donc il y a un rejet de ça qui revient quand même très souvent, une forme d'hypocrisie occidentale qu'on retrouve dans ces discours. Et vous savez, il y a un principe d'équivalence morale. Pourquoi on devrait condamner l'invasion russe en Ukraine alors que vous avez fait ça en Irak en 2003 ? Moi, on me l'a dit à moi, je dis, la France, c'était pas bon. La Libye revient beaucoup, etc. Et le troisième mythe, me semble-t-il, partagé, c'est le sentiment d'humiliation.
C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la Russie. La Russie aurait souffert de ça dans les années 90, après la guerre froide. Et les Occidentaux sont accusés d'avoir précipité en sorte les fondements de l'Union soviétique. Et on retrouve le même type de discours dans des opinions publiques, parfois des hommes politiques de pays d'Afrique, qui ont l'impression parfois de perdre une partie de leur souveraineté en se soumettant aux politiques des institutions internationales, donc en acceptant des conditions de bonne gouvernance, etc., contre des aides. Le sentiment d'humiliation revient beaucoup aussi dans les discours. Et voilà, et ce discours du coup irrédentiste de Vladimir Poutine, qui se dit anti-impérialisme, anti-néocolonialisme, etc., revient beaucoup dans les discours, un homme fort qu'il faut aider. Donc vous voyez, une fois on a une lecture, on revient dans ce nouvel ordre qui semble se mettre en place, une lecture binaire des relations internationales, avec d'un côté les agressés, les dominés, et de l'autre les agresseurs et les impérialistes. Et parfois c'est pas très clair. Alors justement, pour continuer sur cette question-là, je pense que ces deux éléments que tu mets en lumière, à la fois donc cette espèce d'ambiguïté d'avoir une Afrique qui est au cœur des enjeux, qui a finalement pas simplement une richesse au travers de son potentiel humain, économique et culturel, mais que véritablement ça devient l'arbitre presque de ces nouveaux équilibres mondiaux, à la fois dans le domaine commercial, dans le domaine y compris même maintenant politique et on peut le voir, tu le citais aussi, intellectuel. Comment est-ce que ça se pose avec donc justement, pour approfondir ces nouveaux parrains, et parmi ces parrains, donc, alors tu as évoqué la Chine, tu as évoqué la Russie, mais la Chine, la Turquie, l'Iran, et puis justement, est-ce que, pour te défier un petit peu sur cette question-là, tu poses la manière dont l'humiliation est ressentie. Est-ce que cette humiliation, c'est pas finalement l'impossibilité de faire n'importe quoi, notamment autour de la question des droits de l'homme, la question finalement de est-ce qu'il n'y a pas une souveraineté à plusieurs degrés, selon que l'on est totalement souverain, est-ce que l'on est plus ou moins dépendant des fonds du FMI, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau sens à cette question de souverainisme? Comment est-ce que tu approfondis cette question du néo-souverainisme alors qu'il y a cette recomposition et que ça devient maintenant un nouveau jeu d'acteurs où on peut faire monter les enchères entre les anciennes puissances coloniales et les nouveaux entrants? Alors déjà, c'était une question justement sur est-ce que les États africains sont plus ou moins souverains, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans un monde interdépendant, aucun État est pleinement souverain. Nous sommes dans des organisations internationales, nous sommes liés à des flux, etc., qui fait qu'aucun État n'est véritablement souverain, même s'ils ils appellent à cela. Je pense que, effectivement, depuis plus de 10 ans maintenant, il y a un retour de nombreuses puissances internationales en Afrique. Je dis retour, notamment dans le cas de la Russie, parce que ce n'est pas tout nouveau que la Russie se réinvestit sur le continent africain. On a le retour peut-être aussi un peu de la Chine, avec le lancement de la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie en 2013. On a le retour de l'Inde également. On a le retour des pays du Golfe, que moi je vois particulièrement dans la Corne de l'Afrique, mais je crois qu'au Sahel également. Donc les pays du Golfe, les Émirats, Arabie Saoudite, etc. L'Iran également, effectivement, paraît-il. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est qu'on a également des pays comme le Brésil qui reviennent, et ne sous-estimez pas les concurrences sud-sud qui peuvent exister également. On a l'impression toujours que c'est des pays du Sud émergents qui sont en concurrence avec les anciennes puissances occidentales. Non, vous avez toute une littérature aussi sur les concurrences sud-sud. Moi, je l'ai particulièrement vu à Djibouti, sur le port de Djibouti, entre les Émirats arabes unis et la Chine, par exemple. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et ce qu'il faut regarder, c'est que du coup, de nombreux États africains ont aujourd'hui le choix.
Et j'avais tendance à expliquer, quand je prends le cas de Djibouti, alors Djibouti c'est bon, 1 million d'habitants, c'est 23 000 km², 2 fois le Liban, et on me disait toujours pourquoi tu travailles que sur Djibouti, c'est tout petit, etc. Non mais derrière Djibouti, il y avait plusieurs millions d'habitants avec la Corne de l'Afrique, avec l'Éthiopie, et surtout ce qui me semblait que les dynamiques qui se produisaient à Djibouti étaient particulièrement révélatrices ou précurseurs de ce qui pouvait se passer sur le reste du continent. Puisque vous avez plusieurs bases étrangères à Djibouti, depuis très longtemps la base française. Elle a été rattrapée par la base américaine au début des années 2000, première base américaine, donc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Puis, avec les Djiboutiens ont la chance, le système international leur offre beaucoup d'opportunités. Le système international leur offre plein d'opportunités, puisqu'il y a eu la guerre contre le terrorisme. La lutte contre la piraterie a fait que l'Europe a eu une mission aussi dans la Corne de l'Afrique, et donc les Japonais sont arrivés, les Européens, les Espagnols et les Italiens. Et très récemment, en 2017, vous avez aussi la Chine qui a débarqué, puisque Djibouti est sur la route maritime des routes de la soie. Et je trouvais que c'était particulièrement intéressant parce que alors, nous, on avait très peur. Je me souviens quand j'allais à Djibouti, en plus vous êtes allé il n'y a pas très longtemps, il me semble. Quand j'allais à Djibouti, on me disait est-ce que tu as rencontré les Chinois, est-ce que tu as entendu des choses sur tel pays, etc. Et on avait tendance à être, désolé, mais parfois un peu paternaliste, en disant ah ben les Djiboutiens, ils vont avoir une dette, ils vont se faire avoir par les Chinois. Mais en fait, ce qui était très intéressant, c'est que certes ils étaient dépendants, mais ils ont multiplié leur dépendance et ils ont fait des choix. Moi, ils me disaient c'est risqué ce qu'on fait, mais on n'a pas le choix, on est un petit État, on doit prendre des risques. Et donc, ils ont multiplié leur dépendance, ils ont joué des concurrences entre des grandes puissances. 1 million d'habitants, ils ont les Chinois, les Français, les Américains, etc. sur leur territoire, et ils jouent des concurrences. Alors, on est filmé, on est enregistré, avec plus ou moins de succès, on pourra y revenir, mais ça me paraissait être à l'image de ce qui pouvait se passer sur le reste du continent, et c'est vrai que c'est ce qui commence à se faire. Ce qu'on observe aujourd'hui, Mali, Burkina Faso, c'est face à ça qu'on est aussi. C'est qu'on a des acteurs devant nous qui font des choix, ils ne nous choisissent pas forcément nous, mais ils font des choix. Alors là où on est dans un contexte particulier, je m'éloigne de la question, là où on est dans un contexte particulier, c'est que vous avez des retours des autoritarismes sur le continent africain. Vous avez des élections qui ont été contestées, l'absence parfois d'élections, des constitutions qui ont été modifiées. Et c'est vrai qu'on a, je crois, plus que 2-3 pays totalement free, selon le Freedom House, sur le continent. Et ce retour des autoritarismes, ça va être un défi pour nous, pour savoir comment négocier. Qu'est-ce qu'on fait avec eux ? Est-ce qu'on peut toujours venir avec des questions de conditionnalité sur la gouvernance, la démocratie, etc., alors même qu'ils ont le choix de travailler avec d'autres acteurs pour qu'il n'y a pas ces conditionnalités-là ? Et donc, en gros, on nous dit, voilà, vous ne pouvez plus nous imposer de ce genre de choses. Donc ça va être particulièrement passionnant dans les années à venir, à étudier. Et on va avoir aussi je m'éloigne totalement. On va aussi avoir des questions liées à la communication. On ne peut pas dans un même temps dire c'est pas bien que les Russes arrivent au Mali et au Burkina Faso et que Lavrov est actuellement au Mali et que les Maliens négocient avec eux et puis Wagner, etc. Et on ne peut pas dans le même temps recevoir le fils du président Déby à Paris. Vous voyez, il y a un problème de communication. Je n'ai pas dit que c'est bien ou pas, j'ai dit un problème de communication. Justement, alors ça permet de revenir sur et avant de lancer un peu le débat, sur une question de la grille de lecture. Tu termines dans ta conclusion sur ce que tu appelles notre volonté d'ignorance. C'est-à-dire que finalement, il y a des choses que l'on souhaiterait savoir et d'autres peut-être que l'on souhaite mettre un petit peu à l'écart. Et ça permet d'ouvrir un petit peu cette dimension-là. Est-ce que cette volonté d'ignorance ne finit pas par peser sur nos capacités à agir et à notre façon d'agir ? Et l'actualité peut poser cette question. Est-ce que si on avait cette volonté, non pas d'ignorance, mais cette volonté de savoir, je ne vais pas faire du Nietzsche, est-ce que ça nous aiderait à mieux saisir les dynamiques à l'œuvre ? Et puis, troisième chose, sur les conflits, plus spécifiquement, quelque part, est-ce qu'une grille de lecture, alors pas simplement ethnique, pas simplement culturelle, pas simplement politique, quel type de grille de lecture nous aiderait à mieux comprendre, finalement, les conflits ou la conflictualité en Afrique, pour peut-être mieux les interpréter et donc, quelque part, agir différemment. Donc, cette question de
quelle grille de lecture pourrait-on adopter pour mieux agir ou du moins agir avec plus de succès, si c'est possible? Oui. Alors, oui, une volonté d'ignorance qui pèse sûrement sur nos capacités. Il faudrait l'étudier. Hein. C'est difficile de trouver une façon de... c'est difficile de trouver une méthodologie pour pouvoir voir à quel point peut-être on a eu des mauvaises analyses et elles ont pesé sur nos actions. C'est un peu difficile à voir. Moi, ce dont j'ai été souvent surprise, c'est que souvent on me disait doctement, mais en Afrique ça se passe comme ça, et en Afrique c'est tel groupe ethnique, et en Afrique... Et en fait, moi, je travaille sur une Afrique avec des pays qui soit n'ont pas été colonisés comme l'Éthiopie, soit l'ont été par des Anglais ou par les Italiens, ou Djibouti avec la France. Et je voyais des dynamiques qui ne correspondaient pas à ça. Et donc souvent, je me retrouvais à écouter des gens en disant « Ah ben, c'est pas l'Afrique que je connais ». D'où le fait que souvent j'emploie au pluriel, on en les Afriques, parce que là, on ne parle pas de la même chose. Et du coup, en essayant quand même de comprendre d'où ça venait, qu'est-ce qu'il y avait un problème, où est-ce qu'il était le problème, sur les conflits, justement, comme tu le disais, j'ai retrouvé les travaux de Luc Sinjun, qui est un politiste, qui a montré que quand on analyse les conflits sur le continent africain, il y a 3 grandes faiblesses. Et donc peut-être que la première étape, justement, pour sortir de cette ignorance, c'est de les prendre en compte. D'une part, il a montré qu'on avait trop souvent une lecture, un réductionnisme économique. C'est-à-dire que quand on étudie un conflit sur le continent africain, on généralise à des activités criminelles. C'est les seigneurs de guerre, c'est des choses comme ça. C'est la cupidité, justement, des acteurs et qui seraient uniquement intéressés par une rente à toucher, on veut avoir les sous, etc. Ça a été ça aussi pour le Libéria, par exemple, quand il y a eu les diamants, Blood Diamond, ouais, les diamants de sang, c'était aussi réduit à ça, à quelque chose d'économique. Alors que quand vous creusez le conflit, non, derrière ça, il y avait des questions sociales très fortes. Vous avez des jeunes hommes qui étaient réduits à une forme d'esclavage dans des grandes fermes libériennes ou Sierra Leone et qui, en fait, n'avaient pas d'avenir, ne pouvaient pas se marier, ne pouvaient pas, etc. Donc, ils ont rejoint aussi des groupes pour ça, et pas que pour des raisons économiques. Donc, je reproche qu'on ne va pas assez loin, en quelque sorte. Donc, il y a ce réductionnisme économique. Il y a ce qu'on appelle le culturalisme essentialiste. J'ai fait une soirée en isme. Réduire tout aux questions ethniques, en quelque sorte. C'est comme s'il y avait un cadre cognitif distinct, quand on parle de l'Afrique, qui nécessiterait de courir à uniquement à la grille de lecture identitaire. Alors là, je l'ai dit plein de fois et j'ai souvent été mal interprétée. On m'a dit, elle connaît rien à l'Afrique. Bien sûr, l'identité et l'ethnie est importante en Afrique. Je n'ai jamais dit le contraire. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas réduire un conflit à sa dimension ethnique ou religieuse. Il y a quelque chose d'autre derrière, en général politique, il faut aller creuser à d'autres sources. Mais bien entendu, l'ethnie, l'identité en général, est un catalyseur des conflits. Il accélère les conflits. Mais il faut aller plus loin pour en avoir les sources. Bien souvent, c'est des conflits entre élites pour le pouvoir, et pas nécessairement liés à l'ethnie. Mais ça va se cristalliser sur des questions identitaires, aussi pour pouvoir rameuter le plus de soutien possible au sein de la population. Donc non, l'ethnie en elle-même ne tue pas, et vous avez beaucoup de populations qui se taperaient dessus depuis bien plus longtemps que ça, si c'était le cas. Et on le retrouve par exemple au Soudan du Sud, c'était assez typique entre les Dinka et les Nuer. Au départ, c'était plutôt des questions d'élites qui voulaient le pouvoir. Et ça s'est cristallisé sur des questions identitaires. Et enfin, la dernière chose, c'est une forme de déconnexion. À chaque fois qu'on veut traiter des questions, des conflits en Afrique, on a l'impression qu'il faut un cadre particulier, des concepts particuliers. L'islam en Afrique est différent, l'État en Afrique est différent, ceci en Afrique est différent. Alors, ça crée une forme d'exotisme, certes, mais ça dépolitise encore une fois les conflits. Moi, souvent, je prends mes étudiants, je leur dis, mais que ce soit pour les questions économiques que je viens de vous dire, pour créer un nouveau cadre cognitif, ou pour les questions ethniques, quand on étudie la question de la Russie et de l'Ukraine, on ne passe pas notre temps à dire que c'est un conflit ethnique. Or, en Afrique, quand vous faites ça, c'est un conflit ethnique, on ne va pas plus loin. Oh bah oui, c'est triste, c'est le misérabilisme, c'est la pauvreté, etc. Et on ne va pas au-delà pour analyser le conflit. Il y a aussi des questions politiques.